François Sorel. Et il est 20h pile en ce mercredi soir. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue sur BFM Business et bienvenue dans Tech & Co, la quotidienne. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Je vous propose de la terminer, en tous les cas, la terminer en partie avec l'Actu Tech, Tech & Co, la quotidienne. Vous le savez, on est là du lundi au jeudi de 20h à 21h30. En replay, en podcast et en direct à la radio, à la télé. Avec au sommaire ce soir dans Tech & Co, eh bien, on va s'intéresser à cette volonté de l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire qui aimerait que l'Europe investisse 100 milliards d'euros pour l'industrie des puces, pour relancer cette industrie. On va en parler dans quelques instants. On parlera aussi d'Apple qui imagine la suite du Vision Pro avec visiblement dans le calendrier pas mal de nouveaux produits qui devraient sortir dans les mois qui viennent et sans doute aussi en 2026. Et puis mon invité tout à l'heure, Clara Chapaz, sera sur le plateau de Tech & Co. Vous savez, c'est la ministre de l'IA en quelque sorte. Elle viendra nous parler justement de cette initiative du gouvernement Oser l'IA pour sensibiliser les entreprises à passer à l'intelligence artificielle. Il y a du boulot, c'est le moins qu'on puisse dire. Un grand merci d'être là. Bienvenue, c'est parti pour Tech & Co, la quotidienne. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Bien sûr, Tech & Co, pour débuter, c'est un grand débrief de l'actu tech. Pendant une heure, on revient sur les faits marquants de l'actu liés à l'innovation. Vous le savez, c'est chaque soir comme ça, avec des experts qui sont là pour partager toutes ces infos. Ce soir, sur le plateau de Tech & Co, nous avons Isabelle Bordry. Bonsoir Isabelle. Bonsoir François. Fondatrice de Retency et pour les plus anciens, vous vous rappelez de Yahoo. Isabelle était la patronne de Yahoo. C'était Europe France d'abord et ensuite des postes opérationnels au niveau européen. Au niveau européen, c'était il y a quelques années. Voilà, la grande époque de Yahoo. À tes côtés, Isabelle, c'est Thomas Serval. Salut Thomas. Jean-François. PDG de Barracoda, spécialiste évidemment dans la e-santé aujourd'hui, mais auparavant tu as bossé dans énormément de grandes boîtes américaines et tu connais parfaitement le secteur de la tech. Fanny Bouton est avec nous ce soir aussi. Salut Fanny. Bonsoir. Directrice du Quantique chez OVH Cloud et tu suis évidemment l'actu tech depuis pas mal de temps aussi. Et on ne le présente plus, il est là, magnifique, le Robin des Bois de la tech, Frédéric Simotel, mesdames, messieurs. Bonsoir à tous, bonsoir. Ouais, je sais, on a envie de l'applaudir, mais on se retient. Voilà. Intérieurement, tout le monde. On le fera peut-être à la fin, tout à l'heure. Donc, pas mal de sujets ce soir, mais pour débuter, j'aimerais qu'on revienne sur la déclaration de Bruno Le Maire, qui veut relancer la filière des puces en Europe. C'est son nouveau combat, visiblement, 2 ans après le lancement du Chips Act, l'ancien ministre de l'économie, qui est aujourd'hui d'ailleurs conseiller stratégique chez ASML. Évidemment, c'est intéressant, sa nouvelle position, son nouveau poste. Bruno Le Maire juge ce plan insuffisant du Chips Act et appelle l'Union européenne à investir massivement pour rattraper son retard. Les explications de Léa Benaïm et après, bien sûr, le débat. Entré en vigueur en 2023, le Chips Act devrait permettre à l'Europe de retrouver son leadership dans les semi-conducteurs avec un objectif de 20% de part de marché. Mais pour Bruno Le Maire, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Le plan de Thierry Breton était trop axé sur les volumes et pas assez sur l'innovation, la formation de talents et l'industrialisation des puces nouvelle génération. Il réclame aujourd'hui entre 50 et 100 milliards d'euros par an pour un plan de financement commun entre les grands pays industriels. Objectif, soutenir les champions européens comme ASML, STMicro, NXP, Soitec ou encore Infineon, mais aussi attirer en Europe le géant taïwanais TSMC, le seul aujourd'hui capable de produire ces puces indispensables à l'intelligence artificielle. Sans ce sursaut collectif, la dépendance asiatique ne fera que s'accentuer, prévient Bruno Le Maire. Bruno Le Maire qui dit ceci: nos voitures, nos trains, nos avions, nos smartphones et nos ordinateurs ne peuvent pas fonctionner sans des millions de semi-conducteurs. Un virage vers les puces 2 nanomètres qui est, on va dire, l'état de l'art aujourd'hui en termes de gravure. Voilà, de gravure. C'est les plus petits du marché. En fait, ce virage serait décisif pour notre économie afin d'être capable d'avancer dans l'intelligence artificielle, la robotique et les centres de données. Maintenant, il est conseiller chez SML. Donc on peut comprendre qu'il a aussi une logique d'intérêt dans tout ce qu'il dit, mais il n'a pas tort. Il faut qu'on investisse beaucoup justement dans l'industrie des puces. Qu'est-ce que vous en pensez ? Rappelle peut-être ce qu'est ASML pour ceux qui
Alors, ASML, tu vas peut-être mieux l'expliquer que moi, mais en gros, c'est une... Vas-y, explique, parce que c'est quand même assez compliqué. Non, c'est les gros appareils de photogravure qui permettent d'imprimer, enfin je vais le faire très court, qui permettent d'imprimer ces microprocesseurs avec une qualité, enfin une précision diabolique. Et ASML est le leader mondial, c'est-à-dire que tous les Chinois, les Américains se fournissent chez ASML, qui est basé aux Pays-Bas. Et donc Bruno Le Maire, qui est dirigé par un Français déjà. Par un Français. Et Christophe Fouquet. Et depuis peu d'ailleurs, je crois. Cette entreprise, pardon. Depuis peu. Ah oui. Il était directeur commercial. Ouais, mais il a été DG. Voilà. Donc on a besoin. Promu. C'est la machine dont on a besoin. Et alors, faut pas croire que c'est des imprimantes 3D classiques. Hein. Non. Les imprimantes, faut 6 mois pour les installer. Alors déjà, quand on les envoie quelque part. Tu veux dire, c'est pas l'imprimante HP que tu as à la maison, quoi. Voilà, exactement. C'est des avions cargo, c'est des bateaux cargo. On met 6 mois à l'installer, on met 6 mois à la paramétrer. Enfin voilà, ça s'installe pas d'un claquement de doigts. On imagine que c'est véritablement l'état de l'art. C'est la combinaison de deux sociétés leaders mondiales, c'est Zeiss. Avant ASML, en fait, c'est une chaîne très verticale. Hein. Parce qu'en fait, chaque année ou chaque 2 ans, à chaque génération de puces, grosso modo, la moitié arrête. Et donc, il reste ASML, c'est le dernier qui reste, qui est encore au niveau. Donc, pour l'optique, c'est Zeiss. C'est aussi une boîte européenne. On parle de photogravure, donc il faut de l'optique. Puis après, il y a ASML qui est basé sur toute la capitalisation autour du savoir-faire historique de Philips dans les semi-conducteurs, qui a été diffusé de manière extrêmement intelligente dans l'ensemble de l'économie hollandaise. Et eux sont les fournisseurs exclusifs de TSMC, qui est le leader de la fabrication de ces puces, qui est chez Apple, chez tout le monde en fait. Grosso modo, on ne peut pas se passer pour la gravure 3 nanomètres, qui est le state of the art aujourd'hui de TSMC. Et les Chinois n'arrivent pas à le rattraper. C'est une des raisons pour lesquelles ils n'ont pas encore envahi Taïwan, parce que tant que c'est à Taïwan que TSMC est, et c'est pour ça que d'ailleurs qu'ils ne mettront jamais d'usine de nanomètres ni en France ni aux États-Unis, malgré la pression de Trump. Ils l'ont dit d'ailleurs. Hein. Non, mais alors ils font semblant, ils prennent l'argent, parce que si on leur dit on vous donne 10 milliards, ce qu'on a proposé à Intel, qui finalement n'a pas fait l'usine. Donc quelque part, toute cette industrie est devenue très verticale, avec quasiment des monopoles, 2 Européens au départ, puis après, des Américains sur toute la chaîne qui se rapprochent du consommateur. Mais c'est intéressant parce que si on fait le parallèle avec la chaîne alimentaire, finalement, sans ASML, il n'y a pas de TSMC. Non. Ou en tout cas, peut-être que TSMC existerait, mais pas avec ce degré d'excellence dans le domaine du chipset. C'est ça qui est fou, quoi. Isabelle, et après Fanny. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est justement de remettre toute cette évolution et cette historique en perspective des 100 milliards. Parce que oui, il faut effectivement investir en Europe, et tout le monde est d'accord là-dessus. La seule chose, c'est qu'est-ce que ça veut dire investir dans les puces et les semi-conducteurs. Aujourd'hui, on a effectivement ASML qui est le leader incontesté, on a TSMC qui produit les puces, mais après, il faut les créateurs de puces. Et les créateurs de puces, donc il y a ST Microelectronics, il y en a 3 sur le territoire français, qui font à peu près 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 2 milliards d'euros chacun de R&D, mais qui travaillent pour des métiers. Et les métiers, ce sont ceux qui utilisent ces puces. Donc, comme c'est été dit, c'est Apple, c'est Nvidia, c'est Google, c'est Oracle. Pour rester, c'est beaucoup l'automobile surtout. Voilà, et en Europe, il ne reste plus en industrie que l'automobile. Et c'est pour ça qu'ST Microelectronics travaille prioritairement pour l'automobile. Donc, en fait, ça ne se décrète pas de produire des puces, il faut créer une filière globale. Et donc, pourquoi Nvidia est à Santa Clara ? Nvidia est proche de ceux qui vont effectivement créer main dans la main avec eux des nouvelles puces. Et donc, c'est les Google, c'est les Oracle, c'est les OpenAI. Donc, la vision du politicien, que par ailleurs j'apprécie, qui arrive un jour dans une société privée, en charge de la stratégie, effectivement, le premier réflexe, c'est demander 100 milliards à l'Europe. Pourquoi pas ? Mais je pense que ça demande à être beaucoup plus travaillé, et tout le développement de cette filière, et notamment les métiers qui utilisent les puces, est essentiel. Et c'est 100 milliards par an. C'est ça que. En plus, j'avais pas vu cette subtilité. En tout cas, l'article 50 à 100 milliards par an. L'article des Échos précise bien, c'est entre 50 et 100 milliards par an. Et oui, parce que les puces doivent être refaites tous les 2 ans. Les GPU pour l'IA, clairement, on voit bien que ça a besoin d'être changé tous les 2 ans. On passe des A100 au H100 au H200 pour aller à Nvidia. C'est des cycles qui sont très courts en fait de vie. Et l'autre chose, donc en effet, à comprendre, c'est que même si nous, on avait de quoi produire ces puces, c'est à qui ça va rapporter et qui c'est qui va pouvoir les avoir. Ce sont encore des Américains. Donc finalement, est-ce que c'est... Sont les clients. Voilà.
C'est des voitures. Non, mais après, la question de se dire, on a le gisement, parce que finalement, c'est un peu comme si on avait le gisement de tout ce savoir. On a les machines-outils, ok ? Mais pourquoi ne fabriquerait-on pas, en tout cas, n'arriverions-nous pas à investir dans une usine qui serait peut-être à côté d'ASML ? On parle souvent le soir dans Tech & Co, Fred, de l'écosystème, c'est-à-dire que après, c'est pour ça serait pas débile. Pour construire des serveurs. Mais c'est pas 100 milliards, c'est beaucoup plus, François. C'est des montants qu'on a mais du mal déjà c'est pas mal d'argent, tu vois, ça change des quelques centaines de millions qu'on saupoudre de ci, de là. Thomas. En fait, il y a plusieurs. En fait, on mélange un peu tout dans le semi-conducteur. Donc, déjà, il faut savoir qu'il y a le semi-conducteur state of the art, ce qui se fait chez ASML, mais c'est pas le marché. Le marché du semi-conducteur, et c'est pour ça que ST et d'autres acteurs, ils n'ont pas besoin des puces dans la voiture, tu n'as pas besoin du 2 nanomètres. En fait, tu as 17, 34, etc. Et donc ça, c'est parce qu'il y a de la place dans une voiture, c'est ça. Il y a du courant surtout, parce qu'en fait, c'est l'efficacité énergétique que tu vas aller chercher, et la puissance de calcul, tu n'es pas aussi contraint par la place, ce qui n'est pas le cas dans un téléphone. Juste une petite parenthèse, je te coupe, mais ST Micro fabrique aussi des composants pour l'iPhone. Donc ils savent faire aussi des petits composants. Avec ça. Ils savent le faire aussi. Alors que non, là on parle pas. On parle de composants optiques. Okay. Et de composants CMOS. Le FDSOI aussi qui avait été produit par CEA. Ouais, c'est ça. C'est des savoir-faire du CEA Leti. Donc peut-être pour revenir sur l'historique. Il y a 30 ans, au temps où ASML est en train de se créer, etc., l'Europe était le roi du semi-conducteur. Pourquoi ? Parce qu'on avait des équipes qui étaient capables qui étaient multitâches, multitalents. Ils étaient capables de faire du semi-conducteur, la partie analogique, les antennes, etc., la partie numérique, le design, etc., la partie gravure, etc. Donc en fait, on avait toute cette compétence. Et on avait 50% du marché. Voilà. Donc il faut voir. Et on avait Nokia, et on avait Alcatel, et donc on avait effectivement les débouchés. Il y avait des optiques Zeiss dans les téléphones Nokia, d'ailleurs. On a commencé dans l'électronique. Oui, on s'en souvient. C'était Thomson, c'était les téléviseurs. Enfin, l'électronique, elle est arrivée. Il faut savoir que dans les années 90, et c'est Léa Benaïm, notre productrice, qui vient me communiquer ce chiffre-là, l'Europe représentait 50% de la production des semi-conducteurs. C'est ce que je venais de dire. Tu ne vas pas écouter. Ah ben non, parce que Léa était en train de me parler. C'est pour ça. Oh là là. Et est-ce qu'elle a dit, est-ce que tu as dit aussi qu'aujourd'hui c'était 10% ? Oui, c'est 10%. Absolument. Donc ça, il faut rappeler quand même qu'il y a 30 ans, on était ça. Alors, c'était très important pour une raison simple, c'est que, on peut prendre un exemple très concret, c'est que si vous fabriquez des armes, par exemple le Rafale, dès lors que vous utilisez une puce américaine, vous êtes soumise à la loi américaine en matière d'exportation d'armes. Pourquoi le Rafale aujourd'hui arrive à se vendre ? C'est qu'il est garanti 100% sans puce américaine. Et donc cette chaîne d'appareils conçus dans les années 90, donc encore on n'est plus capable de la reproduire. Et donc aujourd'hui, pourquoi Bruno Le Maire a peut-être tort sur les montants et sur la manière de s'y prendre, mais pas tort sur le fond, c'est-à-dire qu'il faut quand même qu'on se redresse les manches, c'est qu'aujourd'hui la guerre moderne, c'est l'électronique, c'est des puces, parce que les puces c'est des drones, et donc on est contraint de recréer une filière pour notre autonomie. On n'aura pas d'avion, on n'aura pas de missiles, et on n'a plus la capacité de reprendre. Enfin, on peut toujours reprendre les puces des années 90 comme le font les Russes, parce qu'eux aussi dans leurs armes ils reprennent des puces des années 90 parce qu'on leur veut plus leur revendre. Donc eux ils reprennent des puces de machines à laver, mais grosso modo on a besoin de. Non mais c'est comme ça que les trucs sont bricolés en Russie. Donc aujourd'hui on a besoin de recréer cette filière. Après, est-ce que la manière c'est d'annoncer en bon politicien des gros montants, ou de se poser un peu calmement en disant en fait ça va prendre 20 ans, il faut 10 ans pour former les ingénieurs. Thierry Breton en 2023 avait parlé de 2030. Il dit il faut qu'on remonte à 20% de part de marché en 2030. Et déjà à l'époque, c'est en 2023, tout le monde lui disait oui mais pour qui on va produire c'est des vrais paris, c'est des vrais paris, c'est des vrais changements industriels. Et puis juste pour revenir, moi sur ça, je regardais un peu comment c'était passé à l'époque, parce que je me suis dit mais où ils sont ces 50% là qu'on gagnait. Donc il y avait effectivement Philips Semiconductor, il y avait SGS Thomson, donc la ST Micro, et puis il y avait Siemens Semiconductor, et eux ça marchait plutôt bien. Et qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu tout d'un coup les gens qui sont venus sur des Texas, Motorola, qui sont plus non plus des leaders dans ce domaine. Des Français, Fairchild qui est devenu Intel, et ils sont arrivés en Europe, et puis eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Pression concurrentielle, ils ont cassé les prix, tout ça. Du coup les autres ont commencé à dire c'est plus aussi intéressant de fabriquer ces composants, donc ils ont commencé alors Philips a commencé à découper, à garder ASML, à lâcher un peu l'affaire, à se dire tiens finalement en Asie, l'Asie, il faut savoir qu'en 85 l'Asie c'était
0% de semi-conducteurs. Et en 2000, c'était 10 ou 15% donc il aura fallu quand même 15 ans à l'Asie pour arriver à 15% de part. Et puis nous, on a raté aussi des virages. Le silicium, on l'a pas vu arriver. C'était le germanium, enfin c'est des choses comme ça. On a aussi pas vu cette histoire de la loi de Moore où on parlait des 2 ans. On n'a pas vu que tous les 18 mois il fallait changer. On était dans des cycles industriels dans les années 80. On se disait, comme les avions, on est sur 30 ans, on est sur 10 ans, 15 ans. On n'a pas vu et on n'a pas su se dire que tous les 18 mois, il fallait changer tout ça. Il y a eu aussi quand même un truc important, parce qu'on en fabrique des produits. Enfin, nous, on travaille dans cette industrie. Fabriquer une usine de semi-conducteurs, c'est un investissement de 15 milliards. Oui, minimum. Et donc, on a eu un problème de capital et d'investissement. En fait, l'Europe, même par rapport à l'Asie, a eu un déficit chronique par rapport aux Américains d'investissement. Ouais. Et donc, c'est des années d'investissement, donc les 100 milliards pour rattraper, mais chaque année, l'usine, c'est 15 milliards en 3 ans. Parce que c'est une industrie qui est devenue très capitalistique. Donc énormément capitalistique. Alors, cela dit, on a des pépites, Cela dit, on a des pépites. On a ARM qui est en Angleterre, à côté de qui a failli partir chez Nvidia. C'est ça, alors que les Anglais ont bloqué. Mais qui est quand même sur le territoire européen. Mais effectivement, il faut repenser l'intégralité de la filière. Donc, c'est pas de décréter à un moment donné qu'il faut 100 milliards. Il faut vraiment créer un plan. Il faut surtout retrouver de la demande. Moi, je vais jeter un pavé dans la main, mais est-ce que c'est pas trop tard sur cette filière-là ? Et on parlait des FDSOI, les processeurs qui sont dans le téléphone, c'est de la recherche de Maud Vinet qui maintenant est à la tête de la start-up quantique Kobli. Et est-ce que ces investissements-là, il ne faut pas les mettre sur la prochaine révolution industrielle où on est largement en avance ? En fait, on a des problématiques de dépendance graves dont on s'est rendu compte avec. En fait, non pas. C'est un peu comme le Doliprane finalement. Oui, c'est à peu près la chose. En fait, pendant le Covid, les gens ont oublié. Mais si il y a une nouvelle technologie qui casse le bras de fer parce que personne d'autre ne l'aura, ça peut être intéressant aussi. Oui, ça permettra d'avoir un pouvoir. Pour avoir participé à ces conversations au niveau européen sur la prochaine génération de satellites, on a eu le choix de dire est-ce qu'on va financer la génération actuelle ou la génération d'après. Et quand tu laisses pendant 15 ans le marché en a un trou, c'est la politique du coucou. Il y a des entreprises qui investissent énormément et qui prennent la place. Et après, mais là, la place, elle est déjà prise. Les coucous sont déjà installés. Oui, mais tu vois, comment tu déloges les coucous ? En fait, il y a la puce, c'est du marketing. Donc quand tu fabriques des puces, il faut déjà que tu les aies vendues. Donc il y a des segments qui sont perdus. Par exemple, le segment du smartphone, on ne sait pas le faire. Par contre, l'automobile, on oublie, il y a un grand acteur européen dans l'électronique qui s'appelle Bosch. Aujourd'hui, c'est un bon tiers des composants électroniques vendus dans les véhicules. Donc les filières intégrées verticalement, elles peuvent survivre. Après, il y a Valeo aussi, non ? Il y a Valeo aussi, oui. Qui a récupéré des savoir-faire en semi-conducteurs. L'autre élément qui est important pour les puces, c'est que c'était vraiment du hardware avec le fer à souder et des dessins, etc. C'est devenu énormément de logiciels. Donc l'intérêt du logiciel, c'est qu'en fait, des équipes qui designent des puces, c'est des toutes petites équipes. Les champions du monde sur ça, c'est Israël. Intel a bougé tous ses centres quasiment, enfin des gros centres de R&D en Israël. Tu as des équipes de 5 à 10 personnes. Et la conception d'une puce, c'est pas 200 personnes. C'est 5 à 10 personnes ultra formées qui travaillent comme des chiens 7 jours sur 7. Et la problématique qu'ils ont même aux États-Unis et qu'ils ont aussi en Europe, c'est qu'on n'arrive pas, et c'est ce que disent les industriels de semi-conducteurs, ils n'arrivent pas à trouver les 3000, 4000 ingénieurs qui sont prêts à travailler 7 jours sur 7. On a des filières à créer, il ne faut pas rater non plus les prochaines. Léa le dit Léa Benaïm le dit dans son papier, elle dit la formation de talent, c'est ça, en pénurie d'ingénieurs. Et puis autre chose, on est l'Europe. Dès que quelqu'un veut venir s'installer, on a vu Intel, on était en train de se battre, on faisait Choose France, et on avait le patron d'Intel de l'époque, Pat Gelsinger, qui dit oui, on va venir s'installer en Europe, mais pas en France, on va aller en Allemagne. Bon, finalement, ils n'y sont pas allés. Il y a ça aussi, l'Allemagne va vouloir tirer dans son coin. Enfin, il y a aussi, et ça, c'est pas évident. C'est bien beau, ces 50 milliards, ces 100 milliards, mais on les prend où ? Parce que, rappelons quand même que la plupart du temps, enfin en tout cas, en général, que ce soit aux États-Unis ou en Asie, ce sont des capitaux privés. C'est les investisseurs. On lève de la dette quand on s'appelle un politique. Non, mais d'accord, mais est-ce que... Non, mais c'est faire appel aux investisseurs, voilà, au fond, aux Émirats. Non, mais sur ce sujet-là, si moi j'avais à défendre l'Europe, que j'avais le pouvoir, sur ce sujet-là, il faut le faire malheureusement. Par contre, c'est pas une incantation en disant levons 100 milliards, c'est effectivement... Oui. Et vraiment, j'ai participé à ce degré d'alerte des pouvoirs publics. Attention, on est en train de perdre la compétence. Il y a cette société, par exemple, il y a une société qui s'appelle Global Foundry, qui est le seul équivalent de TSMC. On aurait pu la racheter. Il n'y a pas d'acteur européen qui s'est mobilisé pour la récupérer, alors qu'elle a été dirigée par des Français. Les talents restent internationaux. C'est pas parce que les boîtes sont taïwanaises ou autres que, on le voit bien chez ASML, il y a des Français partout.
Tu parlais de l'exemple de TI, du semi-conducteur. Et ben, en fait, c'était des Français qui ont monté cette truc-là. C'est des Français qui ont piqué le business à des Français. Donc, quelque part, on a encore une partie de ces talents. La difficulté, c'est quand même l'intensité du travail de personnes hyper formées. On a vraiment un problème sur le mode de travail dans cette industrie qui n'est vraiment pas... les gens gagnent beaucoup d'argent, mais ils doivent travailler sur des petits espaces de temps. Bon, écoutez, on verra si cette accroche, en tout cas cette déclaration de Bruno Le Maire fait des petits, si je puis dire, mais ça c'est intéressant en tout cas. Dans l'actualité, savez-vous combien y a-t-il d'employés chez Microsoft ? Tiens, ça va être notre 120 000 le petit quiz du soir. Pas loin de 130. Ouais. 130 000. Excusez-moi, mais vous êtes vraiment à la ramasse. 228 000. Ouais, 200 000. Voilà, 228 000 exactement. Dans 120 000 aux États-Unis. Alors, oui, c'est ça. Et alors, ce qui est intéressant, c'est le chiffre d'affaires généré par employé. Ouais. Qui est de l'ordre du million et qui est 2 fois moindre que celui de Meta et de Google. Ah oui. Ce qui explique les décisions qui viennent d'être prises. Voilà. Oui, parce que ça, 228 000, c'était avant la charrette de 9 000 qui va arriver. Et c'est après la charrette de 6 000 qu'il y a eu en mai dernier. Il y a une autre vague de licenciements de 2 000, ça c'était il y a quelques mois. Et puis 10 000 personnes qui avaient été remerciées, c'était début 2023. Voilà, ça dégraisse chez Microsoft. Ouais, mais en fait, c'est pas les seuls. Hein. Ils sont tous dans cette logique-là, Fanny. Alors attention, ils dégraissent, mais il faut voir aussi comment ils recrutent derrière. Parce que là, tu prends que les gens qui sortent, mais derrière, ça n'arrête pas les recrutements. C'est pas les emplois nets. Donc c'est pas, et ça c'est important parce qu'ils ont tendance souvent à restructurer et à virer des branches qu'ils ne considèrent plus qui ramènent de l'argent pour en reconstruire d'autres. J'ai pas terminé mon truc, c'est que en fait, finalement, parmi ces 9000 personnes qui vont être licenciées, il y en a beaucoup dans le jeu vidéo. Et c'est intéressant parce que Microsoft s'est saigné aux 4 veines pour dépenser je ne sais plus combien de milliards. 76 milliards pour milliards pour acheter Bethesda. Activision Bethesda. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'ils se sont rendus compte que, oui, il y a pas mal de doublons quand même, les gars. C'est ça, là on est dans la... Je pense qu'il y a beaucoup quand même de licenciements qui sont dus à ça quand on regarde. Si on regarde le moment où ils ont racheté, le moment où ça y est, les équipes ont commencé à être intégrées, c'est là où ils ont dû se dire, bon là les gars, il y a quand même pas mal de doublons et on a racheté ça cher, il faut commencer à licencier. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on voit... le marché du jeu vidéo qui est quand même très compliqué aussi. Faut pas oublier que c'est plus la grande époque. J'ai participé aux premières vagues de licenciements, j'avais raconté la dernière fois de chez Microsoft, c'était très difficile de lancer pour Microsoft qui était toujours en croissance de lancer. Oui, parce qu'à l'époque tu étais chez Microsoft, c'était quand ça ? C'était 2008, la première vague de licenciements c'est 2009, de licenciements massifs parce que quelque part on manage dans ces boîtes-là qu'on appelle par la performance, donc tous les 6 mois on a une revue de performance et ils enlèvent les ça dégraisse un peu quoi. Et très discrètement, Microsoft paye toujours très bien les gens qui partent, il n'y a jamais de problème. Là, depuis 2009... en 2008 c'était vraiment violent. C'était la première fois. Et c'était d'ailleurs, tu nous l'avais raconté, quelque chose qui était atypique chez Microsoft, il vivait très mal en fait. Ballmer voulait pas le faire. Jusqu'au dernier moment, le CFO essayait de le forcer en disant faut y aller, mais si je mets le doigt dedans, je pourrais pas m'arrêter. Je risque de prendre du plaisir. Non, mais c'est vrai que ces sociétés qui avaient été dans l'exception culturelle, pour lesquelles quand tu rentrais chez Microsoft, il faut voir le nombre. Mes employés chez Microsoft, ceux qui travaillaient dans mes équipes, ils étaient là depuis 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans. Oui, tu étais presque fonctionnaire, quoi. Non, parce que c'était un domaine de performance, mais c'était l'entreprise dans laquelle tu pouvais faire carrière, te développer, etc. Bon, ça, maintenant, voilà. Après, toutes ces boîtes-là ont une inflation salariale énorme pendant le Covid, où ils ont investi et recruté comme des fous. Je pense que c'est plutôt montré que Microsoft, comme les autres acteurs, parce qu'il ne faut pas s'attendre, les autres vont faire pareil. Oui, bien sûr. Et ce que dit Satya, c'est qu'il essaie aussi de forcer les gens à travailler avec moins de gens, en utilisant les outils à la maison. Donc derrière ça, il y a aussi l'idée qu'on recherche les gains de productivité. C'est bien de dire aux clients qu'il faut qu'ils utilisent Copilot et tout ça, mais c'est aussi encore mieux qu'on soit moins nombreux. Mais il y a aussi ce ratio que les sociétés regardent avec beaucoup d'attention, qui est ce ratio de productivité, qui est le chiffre d'affaires généré par employé. Et clairement, Microsoft est très à la traîne par rapport à Meta, Google et même Apple, mais avec des ratios 2 fois moindres que ce ne sont les autres. Donc c'est vraiment clé. Donc effectivement, vu de France,
on a parfois du mal à comprendre qu'une société qui a annoncé des excellents résultats, voire supérieurs aux attentes du marché, avec un résultat net qui était absolument extraordinaire, c'était il y a 2 jours, puisse annoncer effectivement 2 jours après 9000 licenciements. Voilà. Et ce n'est pas les premiers, il y en a eu l'année dernière, il y en a eu il y a 2 ans, etc., etc. Et je crois que cette notion de productivité est absolument clé et Microsoft n'est pas au rendez-vous. Alors, est-ce que c'est effectivement les jeux vidéo ? Ce qui était annoncé dans les résultats annuels là, c'est que la croissance a été portée par Azure, avec des augmentations très très fortes Azure. Et avec des gros investissements, donc il faut quand même s'y retrouver aussi. Avec des gros investissements. Et puis il y a ce ratio que les investisseurs regardent. Et je me souviens quand j'étais chez Yahoo, c'était vraiment un sujet. Il y avait l'ARPU, c'était le revenu généré par utilisateur. Ouais. Et puis il y avait le revenu généré par employé, qui était un élément clé. Et quand vous êtes 2 fois moins efficace, vous devez forcément en tirer des conclusions, même si vos résultats sont bons. Une partie du rôle que Microsoft joue maintenant pour les clients, c'est qu'il y a quelque chose qui ressemble à ce que IBM a été dans le passé. Ils fournissent aussi du service. Et donc, il faut faire un petit peu attention entre une activité d'éditeur de logiciels qui a des ratios extrêmement marketées, et qui est avec des marges de 97%, et des activités de service où ils regardent encore plus précisément le chiffre d'affaires par personne de service. Donc, quelque part, là, je pense que ça ne couvre pas les licenciements s'ils sont dans le jeu vidéo, là, de la rationalisation classique post-acquisition. On attend 1 ou 2 ans d'avoir compris comment ça marche. Ouais, mais ça vient avec d'autres vagues qui sont déjà arrivées, si tu veux. Ça arrive. Voilà, donc ça représente 4%, et c'est quand même une boîte où il y a un nombre de middle managers pour toute une chaîne de choses qui peut en effet être considérée comme à simplifier. C'est du bon sens de management. Mais après, en effet, c'est toujours impressionnant, mais 4%, c'est pas si énorme que ça, vu la taille de ce genre de boîte. C'est sûr. Mais quand on prend un peu de recul, et quand on regarde un petit peu ce que fait Google, Meta, Amazon, Intel, etc., en 2024, 280 000 personnes ont perdu leur emploi dans la tech aux États-Unis. Oui, 280 000 personnes et 90 000 pour le début, du début de 2025 jusqu'à aujourd'hui. C'est énorme, en fait. Il faut voir, au-delà du droit du travail. Mais ça respire, finalement. C'est ça. C'est au-delà du droit du travail aux États-Unis, qui est un peu plus simple pour licencier, tout comme recruter les gens. Il y a aussi le fait qu'ils essaient de s'adapter à un marché très dynamique. Ils disent tout d'un coup, tiens, on a besoin de monde pour les bases de données, on recrute. Tiens, tout d'un coup, hop, ça freine un peu. Les clients demandent beaucoup de l'IA. Allez, hop, on rebascule tout en IA. Tiens, les clients, maintenant, ils aimeraient bien repartir sur l'open source. On va repartir sur l'open source. Et c'est ça, c'est une agilité. C'est vraiment pour les éditeurs américains. Il y a aussi un recours à la sous-traitance et à l'offshoring qui est bien plus important aux États-Unis qu'il l'est dans la plupart des autres pays du monde. Donc, quelque part, pour prendre un exemple classique, AT&T a fait un deal avec Microsoft il y a 7 ans, je crois, où ils ont dit on ne sait pas faire du logiciel. Nous, on doit faire une plateforme cloud télécom, on n'y connaît rien. Vous savez faire du cloud. Et donc, Microsoft a repris les 30 000 employés d'AT&T. Ils ont appris pendant 1 an, ils les ont tous virés. Et donc, c'était les moins 30 000, plus 30 000, et puis hop, c'est parti en Inde. Plus de l'IA qui améliore la productivité. Donc, on a aussi des phénomènes qui arrivent rarement chez Microsoft, mais qui sont dans tous les grosses de la tech, de offshoring ou nearshoring, parce qu'on a une pénurie de talents au bon niveau de formation aux États-Unis. Ça ne veut pas dire de développeurs, mais de plus en plus, on veut des développeurs très seniors qui pilotent les IA et moins des codeurs. Et ces gens-là, ils sont en train de partir. C'est les patrons de start-up françaises, là, j'en discutais avec quelques-uns. C'est le plus dur à trouver. Des codeurs, développeurs, on en trouve. Mais des gens qui connaissent bien la techno, qui sont capables de gérer des équipes, c'est les plus compliqués à trouver. Et c'est aujourd'hui ceux-là qui ont effectivement le plus de valeur, parce que Zuckerberg a annoncé que maintenant l'IA allait l'aider au développement et qu'il allait plus embaucher de développeurs. Donc effectivement, ce qui est assez perturbant, c'est que ce marché de la tech, qui en termes de valorisation, de valeur, absolument explose depuis maintenant 15 ans, et en réalité licencie de manière régulière du monde. Je pense que c'est aussi une mauvaise nouvelle pour Trump, parce qu'il y a plus aujourd'hui d'annonces de licenciements que d'embauches aux États-Unis. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre chez nous. Quand une entreprise licencie, en général, tu as les résultats financiers derrière qui sont pas très pas mirobolants. Et alors qu'aux États-Unis, on voit ils font toujours plus de bénéfices, et pourtant ça licencie. Alors derrière, effectivement, ça faudra regarder en termes nets. C'est la productivité, l'efficacité de chaque business unit pour rester dans le marché et anticiper les changements du marché.
Il y a un autre salarié qui risque de quitter les États-Unis, je ne sais pas si vous avez vu, c'est Elon Musk. Puisque Donald Trump souhaite l'expulser des États-Unis. On pourra en parler pendant des heures de cette histoire-là, mais c'est quand même ahurissant. C'est un feuilleton popcorn, on l'avait vu venir, on savait bien qu'à un moment il se friterait, mais alors là, même le pire, le plus, inventif des scénaristes ne pourrait pas arriver jusque-là, en fait. C'est ça qui est dingue. Est-ce qu'il peut lui retirer sa nationalité? Non, mais c'est incroyable. Alors il y a encore 2 semaines, il se tapait dans la main, et l'autre était devant les Tesla. Elon Musk, qui veut monter un parti politique pour le faire chuter. Non, mais c'est hallucinant. C'est pas tout à fait aberrant. Hein. Le big business est extrêmement mécontent de la Great Beautiful Act, parce qu'ils ont élu Trump pour faire moins d'État et moins de déficit. Et là, il est en train de faire moins d'État, mais 3 fois plus de déficit. Donc, quelque part, et c'est pour ça que Trump et Musk, en fait, c'est pas juste Musk. Faut pas être dans les personnes. Grosso modo, on a un problème, c'est que la partie ultralibérale du capitalisme américain est extrêmement mécontent du décrochage de la dette publique, qui était vraiment l'antithèse. C'est ce que reproche Elon Musk à Donald Trump. Mais pas que. Cela dit, il n'y a que Musk qui prend la parole, en fait, parce qu'il y a quand même un silence assourdissant parmi les financiers et les grands industriels. Parce que mine de rien, Musk a du courage de. Il y a beaucoup, j'en ai peut-être raconté, il y a énormément de business behind the scene. Tout se négocie, tout est un deal à la Maison-Blanche. Par contre, Trump ne veut jamais perdre la face, comme un Chinois d'ailleurs. Donc ça veut dire que quand tu n'es pas content avec Trump, si tu l'ouvres, il n'y a que Musk qui peut se le permettre. Faut que tu le fasses en petit comité. Donc il faut voir que très intelligemment, Tim Cook, qui est vraiment pas pro-Trump, un peu moins intelligent, Mark Zuckerberg, qui fait de la lèche comme il peut, alors qu'il était extrêmement mal vu du parti républicain. Tous ces gens-là sont quand même en train de faire leur business dans leur coin. Et c'est clair qu'il y a une seule manière d'être certain d'avoir Trump sur le dos, c'est d'ouvrir sa bouche devant les médias ou de lui faire concurrence, parce qu'en fait, il veut pas qu'on lui prête la lumière. On revient dans un instant, les amis. Tiens, tu évoquais Tim Cook. Qu'est-ce que est en train de mijoter notre ami Tim Cook du côté du Vision Pro? Vous vous posez la question. Dans cette grande marmite, il y a bien de nouveaux produits quand même qui vont arriver. Vous savez quoi? Il y a pas mal de rumeurs sur ce sujet. On en parle avec Isabelle, avec Fanny, avec Fred et Thomas. Tech & Co, la quotidienne, revient dans 2 minutes. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. À suivre dans Tech & Co, la quotidienne, d'ici 21h, dans les sujets d'actu qu'on a sélectionnés pour vous. On va revenir sur la guerre qui fait rage du côté des télécoms, avec en point d'orgue la vente sans doute de SFR et le démantèlement du deuxième opérateur français. On va parler aussi de cette Tesla, je ne sais pas si vous avez vu les images, mais c'est quand même dingue, une Tesla qui est livrée toute seule chez son client. Alors évidemment, il y a du storytelling derrière tout ça, mais c'est quand même assez cool, on va en parler dans un instant. Mais donc pour repartir pour cette dernière demi-heure, eh bien on va évoquer les plans d'Apple pour redonner un coup de boost sur eh bien on va dire ce secteur qui a du mal à décoller quand même, quoi qu'on dise en tout cas chez Apple, c'est tout ce qui touche en fait aux masques connectés, puisqu'aujourd'hui il n'y a même pas de lunettes connectées chez Apple, rappelons-le. C'est Meta qui mène seule la danse avec ses Ray-Ban Meta, avec de nouvelles lunettes qui ont été lancées chez Oakley, et Apple, on le sait, veut investir là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est que vous savez que chez Apple, qui déteste les fuites, eh bien ils ont quand même des espèces de fuiteurs spécialistes, expérimentés. Quand c'est pas Mark Gurman, c'est un certain Ming-Chi Kuo qui, alors lui, est incroyable. Ouais. Il arrive à remonter des détails de dingue sur les futurs produits d'Apple. Je pense que chez Apple, ils doivent être fous en fait de ça. Et donc lui, carrément, il sort un peu la roadmap des futurs Vision Pro et du calendrier de la VR et de la AR chez Apple. On aurait d'ici la fin de l'année un Vision Pro qui serait reboosté en fait, un Vision Pro S finalement avec un nouveau processeur, etc., quelques nouvelles fonctionnalités. Et là où ça devient intéressant, c'est que en 2027, on aura un Vision Pro qui serait beaucoup plus léger et qui pourrait sortir donc cette année-là, en 2027. Et puis 2028, un Vision Pro seconde génération, plus léger, moins cher, avec évidemment le processeur le plus puissant chez Apple et une production à grande échelle qui serait prévue pour le second semestre 2028. Donc voilà, il y a quand même une roadmap chez Apple. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Thomas, est-ce que notre ami Ming-Chi Kuo s'est trompé? Non, je ne sais rien de toutes les manières. Il n'y a que Tim Cook qui sait, avec quelques-uns de ses initiés, mais
il faut voir quand même que... mais il n'invente pas ça. Non, mais un peu comme le speaker, on voit bien que ce n'est pas un produit qui atteint une cible mass market. Il y a très peu de désirabilité. Les gens maintenant sont passés vraiment à l'étape méta, et c'est un problème pour Apple qui est en fait assez monolithique et lourd et industriel dans son modèle avec une logique de design. C'est que les gens en fait ils veulent non pas de la VR mais de l'AR. On sent bien que ça c'est ce que le consommateur veut. On peut pas Tim Cook n'est pas Steve Jobs, il n'est pas capable de créer un produit qui va changer les habitudes des gens. Ce truc là à ce stade il n'a pas réussi à trouver son marché ni en termes de prix ni en termes d'usabilité. Il le positionne en maintenant très vertical, très enterprise. Donc ça restera peut-être un gadget enterprise, mais il y a quelque chose qui ne va pas, en tout cas de mon point de vue. C'est bien d'essayer quand ça s'appelle Apple, mais là, pour moi, on a fait du damage control sur un produit comme ça, alors qu'effectivement, en ce moment, Meta est en millions de pièces sur les Ray-Ban. Est-ce qu'on peut dire que finalement, le Vision Pro est un échec ? Ou est-ce que c'est trop tôt pour le dire ? Non, ça l'est. En fait, là où effectivement je suis d'accord, c'est qu'il y a un problème d'offre et de demande. En fait, il y a 2 milliards d'iPhone. Donc effectivement, quand il y a un marché de 2 milliards, il y a énormément de créateurs, d'applications qui se développent et qui créent le marché. Il y a un écosystème monstrueux. Quand vous avez 400 000 lunettes, le marché est quasiment inexistant et donc il y a moins de stimulation, il y a un faible taux d'usage et donc il y a moins de stimulation, il n'y a pas d'écosystème qui se crée. Alors est-ce qu'Apple va être capable justement tout d'un coup de déclencher avec un produit qui peut-être sera moins cher ou avec un effet waouh ou qui répond à un besoin assez spécifique ? On va voir dans les mois à venir. Moi, je crois qu'à un moment donné, l'écran de portable, l'écran de la télé ou de la tablette va évoluer. Et il y aura forcément d'autres supports et d'autres manières d'interagir, avec les gestes. C'est toujours besoin du client, est-ce qu'on aura besoin de ça ? Non, alors je ne sais pas si ça sera ces lunettes-là. Dans le B2B, oui, peut-être, mais non. Non, mais même dans le B2B, on voit bien comment Microsoft, avec les lunettes Oculus, s'est essayé. Et ils avaient des très bons softwares qui tournaient dessus, des très bons logiciels, y compris du jeu vidéo. Il y avait un studio bordelais qui était exceptionnel. Le jeu, moi, j'y ai passé des heures, c'était très bien, malgré le poids des lunettes. Mais le B2B, il y a tout un tas de choses au niveau de la solidité, au niveau de l'autonomie. Pour l'instant, on ne dépasse pas les 2 heures, il faut une batterie supplémentaire. C'est même pas au-delà de l'usage, c'est au niveau du confort. On voit bien qu'au-delà d'1 heure, personne n'a envie de rester enfermé dans ses lunettes. Mais c'est rigolo parce que... Et rien que ça pose problème. Et même les lunettes méta, c'est au bout d'un moment, tout le monde a envie de lentilles ou quelque chose qui soit transparent, qui soit pas pesant. Mais je ne sais pas si vous êtes avec nous à la télé, derrière vous, il y a ces images d'illustration où on voit ces hommes et ces femmes qui chaussent un masque. Mais c'est vrai qu'avec le recul, on se dit, mais ça marchera jamais en fait ce truc. Qui va se mettre un masque ? Mais quand tu vas être en immersion, mais là en AR. Non, mais qui va se mettre un masque pour vivre ? Mais surtout, moi j'étais tellement surpris, j'étais sidéré par ce qu'on a vu quand on est au CES. On est allé voir les écrans Samsung là. Et on se dit, mais voilà, l'immersion, elle est là. L'immersion, elle va être dans notre mur, dans les écrans qu'ils font. Les écrans, en plus, ça va être le hub de la maison. C'est de là qu'on va tout piloter. Et je me dis, mais jamais je mettrai des lunettes pour... Alors, cela dit, il faut se méfier, François, parce que quand on avait demandé aux gens, est-ce qu'un jour vous accepterez de vous promener dans la rue avec des écouteurs sur les oreilles ? À l'époque, c'était le Walkman. Tout le monde avait répondu, mais non, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Et avec les parents va balader avec un truc gros comme ça dans la main. Donc, en fait, c'est très compliqué de se projeter en tant qu'utilisateur. En fait, tout d'un coup, il y a un Steve Jobs qui en fait crée un nouveau produit qui devient totalement naturel. Et 15 ans avant, on n'aurait pas été capable de l'imaginer. Il y a un besoin, même si les écouteurs, on se dit tiens, la musique en marchant, ah oui, pourquoi pas avec des écouteurs, ah non, pas trop. Non, mais à l'époque, on disait non, c'est trop dangereux. En fait, donc il faut avoir beaucoup d'humilité. Maintenant, effectivement, moi, je crois plus, et on verra comment ça évolue, à des écrans qui soient autour de nous et qui nous entourent en permanence plus que quelque chose que l'on porte sur soi. Mais après, on verra comment ça évolue. Si on regarde les problématiques opérationnelles, parce que c'est pas nouveau, Oculus est arrivé avant, etc. Les gens n'aiment pas porter des trucs lourds longtemps sur eux. Mais parce qu'on est humain, on n'a pas été conçu pour ça. Quel qui donne de l'émotion, c'est quelque chose de grand, de loin. C'est pas quelque chose qui est collé. Non, mais surtout, je veux dire, notre morphologie n'est pas faite pour ça. Tout ce qu'on voit dans l'adoption des produits, c'est ceux qui sont sans friction. Donc quelque part, il y a dans la réalité virtuelle, il y a la possibilité de faire
de la 3D ou en tout cas d'être dans des mondes immersifs. Là, ce qui est sorti et qui va déferler à partir de 2026 avec Samsung, BOE et d'autres HP, etc., ça va être des écrans 3D, ce qu'on appelle autostéréoscopiques. Donc, grosso modo, le même système qu'il y a dans ça, c'est juste que l'écran regarde tes deux yeux et va produire deux images qui va donner une impression de 3D d'immersion. Attends, c'est intéressant, ça arrive en 2026 ? Alors, c'est déjà dans les... Enfin, si tu viens dans nos locaux, tu les verrais. On avait des démos CES il y a 10 ans. Ça existe depuis 10 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les Chinois ont perfectionné les algorithmes parce qu'en fait, il y avait une boîte française qui avait un algorithme qui obtenait une profondeur de champ de 30 cm et ça faisait un peu fake. C'était pas top. Voilà. Et donc, quelque part, là, on arrive à sortir 4K sur chaque œil. Welcome pour faire des démos, c'est impossible de montrer ça à la télé tellement c'est impressionnant. Mais c'est-à-dire que tu es en face d'une télé qui ressemble à une télé. Voilà. Et on voit en 3D. C'est l'écran, ce qu'on appelle ça. Il y a des trucs qui jaillissent comme ça. Voilà. Ça existe. Mais ça nous refait pas le coup de la télé 3D dans non, des parce années qu'il fallait 2000, porter des lunettes. Oui, mais là, ces fameuses télé 3D, j'attends de voir, parce que pour le coup, pour les avoir testées, en avoir vu pas mal de modèles, c'était quand même fatigant et pas agréable du tout. Et puis dès que tu bougeais de quelques degrés, ça marchait plus. Aujourd'hui, ça fonctionne dans un champ. Non, mais il y a des cycles, ça marche pas. Par exemple, la voix sur IP, en 95, ça marchait déjà, et puis ça marchait pas. Puis tout d'un coup, il y a Skype qui est arrivé, qui a fait le bon packaging, avec le bon truc, et tout d'un coup, ça a décollé. Et pourtant, on a fermé Skype. Oui. Pas très longtemps. Mais si on va aller jusqu'au bout de ce truc-là, c'est vrai que entre le candidat lunettes pour avoir de l'immersif et l'écran autostéréoscopique, en faisant A/B test, parce qu'on a les deux, on garde l'écran autostéréoscopique. Je ne sais pas si ça va être de la masse, mais en termes de facilité d'usage et de fluidité, c'est beaucoup plus rapide. Et il y a un point sur lequel on s'est complètement trompé il y a 25 ans, là on fêtait les 25 ans de la tech, c'est on n'avait pas vu la démultiplication des écrans. À l'époque, il y avait une espèce de compétition entre est-ce que c'est l'écran de la télé qui va gagner ou est-ce que c'est l'écran du PC, je ne sais pas si vous vous souvenez. Et c'était des grandes discussions. Et on n'avait absolument pas vu le fait que tout d'un coup, on aurait 15 écrans à la maison. Et puis surtout les petits écrans. Et des petits écrans, et des écrans par usage. Et des écrans par usage. Et donc le marché s'est complètement transformé dans un univers, enfin dans une stratégie qu'on n'a absolument pas vue. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, le prix des écrans s'est complètement diminué et la qualité de l'image s'est largement améliorée. Il ne faut pas oublier que la jeune génération, elle est née avec ces écrans. Nous, on est nés avec des télés noirs et blancs. Moi, j'ai connu la télé noir et blanc et l'arrivée de la télé couleur. Mais là, maintenant, nos jeunes, ils sont avec des écrans tactiles dès la naissance. À 2 ans, on se souvient déjà des enfants jolis, Constanza, qui pinchaient sur les iPads il y a 20 ans, il y a 15 ans. Donc, il y a une vraie évolution des usages et de l'appétence à ça. Mais après, est-ce que ce que nous, on est en train de produire en tant qu'adultes qui va correspondre à ces jeunes générations, là aussi, il y a des choses... Une des problématiques d'usage qui a été relevée beaucoup sur ces trucs-là, c'est que c'est pas possible de partager avec quelqu'un ce que tu vois. Tu dois lui enlever ses lunettes et lui mettre dessus. Et quand on regarde toutes ces salles d'arcade... Oui, mais ta télé 3D, du coup, elle pourra faire... Le seul avantage que je vois moi, dans ces lunettes, pour moi, c'est toutes les petites technos qu'Apple pourra récupérer pour peut-être faire son écran, ses lunettes connectées, voire pourquoi pas un jour nous sortir un maxi-écran. Voilà, il faut une rupture technologique qui permette de transformer je pense que la paire de lunettes sera beaucoup plus... il y aura moins de friction, comme tu disais tout à l'heure. Meta a fait vraiment le travail, ils ont dépensé beaucoup d'argent. La règle d'or, c'est 30 grammes, 60 degrés de ouverture de champ. C'est ça. Si ça dépasse 30 grammes... au bout d'un moment, là. Voilà, et après, il faut que ça dure une journée. Ouais, c'est clair. Et ça, durer une journée, on n'y est pas encore. On y est presque. Donc les lunettes, l'écran, les grands écrans chez soi, et voilà. Et là, tu as Tech & Co comme ça, tu es le plus heureux des hommes. Et il faut suivre... immerger Tech & Co partout. François Sorel devant moi. Voilà. En 3D. En termes de tendance... Là, c'est un choc, quand même. Imaginez, comme ça. En termes de tendance, il faut regarder ce qui se passe en Chine. C'est-à-dire qu'en fait, c'est sur ces écrans-là, c'est en Chine que ça va se faire. Ça va pas se faire aux États-Unis. Ça va pas se faire. C'est là qu'ils ont maintenant toutes les technos des écrans. Ouais. Avant, c'était les Coréens. Là, maintenant, c'est vraiment les Chinois. Et il faut regarder les usages qui vont être déployés. Mais c'est intéressant ton histoire d'écran, parce qu'après, il faut fabriquer le contenu. C'est ça aussi le problème. Et donc, le premier usage qui est en train de se démocratiser, on a vu à Mobile World Congress, c'est la visioconférence. La visioconférence, ouais. Pour avoir de l'holographie. De l'immersif. Voilà. En fait, grosso modo. Ouais. Bon, je vous propose d'aller du côté d'Austin, Texas. Imaginez, vous êtes tranquillement chez vous, vous avez commandé votre petite Tesla, vous êtes impatient, bien sûr,
Bon, alors vous avez oublié que Elon Musk, le patron de Tesla, a fait un peu plein de choses pas tout à fait correctes lorsqu'il était conseiller du président Donald Trump. Mais vous dites, bon, ok, ben voilà, de toute façon, je l'ai commandé, elle arrive. Et là, votre voiture arrive devant chez vous, et bien toute seule. C'est ce qui est arrivé à un client de chez Tesla qui a commandé sa voiture et qui a été livrée. Alors, si vous êtes avec nous à la télé, vous le voyez, la voiture est sortie des usines de fabrication, hein, carrément. Et ben voilà, elle a parcouru 25 km pour arriver directement chez son heureux propriétaire. Alors, bien sûr, derrière, joli coup de com', c'est un joli coup médiatique, parce qu'on le sait, Elon Musk, il faut qu'il rattrape un petit peu son déficit d'image, il faut que Tesla montre que c'est une entreprise technologique, il faut aussi qu'il arrive à promouvoir son robotaxi, qui est quand même malgré tout très en retard. Enfin, on le sait tout ça, mais j'aime bien l'histoire. J'aime bien l'histoire de cette voiture qui arrive directement chez toi, tu sais, comme ça, voilà. C'est cool. génial, il a résolu le fameux truc du dernier kilomètre pour livrer au client, qui est quand même quelque chose que tout le monde rêve de casser, de trouver comment faire. Et en plus, il rénove complètement l'expérience client. En effet, tu n'as même plus besoin d'aller chercher tes clés et de demander au gars qui te refile le truc. Après, est-ce que c'est un coup comme ça, ou est-ce que petit à petit, il y aura de plus en plus de Tesla qui vont se livrer toutes seules? Ça, on n'a pas d'infos. On n'aura pas ça en France, par contre. Ah bah non. Non mais t'imagines si ta Tesla doit être livrée à Paris, t'es pas couché. Rien qu'en termes de coût, ce que tu réduis la livraison, je sais pas combien ça coûte, 1000 et 5000 euros. Bon, après, cela dit, le propriétaire en général, il vient la chercher la voiture, tu vois. Pour avoir été chercher. Oui, mais t'as quand même l'employé. Oui, mais regarde l'usine. Mais non, ça va dans la concession et tout ça. Là. Ça a un coût. Non, je pense que là, on arrive à quelque chose. Bon, cela dit, il paraît qu'à Austin, il y a de nombreuses Tesla qui conduisaient de manière autonome, qui ont été verbalisées parce qu'elles prenaient des sens uniques et qu'elles faisaient des excès de vitesse. Donc on n'est pas encore complètement calé. Et je crois que, alors c'est un coup de com' et effectivement c'est assez satisfaisant, mais Tesla avait fait des promesses incroyables, comme quoi il allait effectivement avec notamment le robotaxi. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a Waymo qui fonctionne bien, mais qui de manière très raisonnable se sont concentrés sur 3 villes qui connaissent par cœur. Il y a effectivement les Chinois. Et certains disent que les problèmes de Tesla viennent de choix technologiques, en fait, et qu'ils ont beaucoup misé sur la caméra, et non pas sur les radars, et que la caméra semblerait leur permettre d'être moins pertinent. Alors peut-être que la voiture est moins chère. Ouais. Mais il y a une vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue, qui circule sur Internet, où une Tesla arrive devant un magnifique 4x3 sur lequel il y a une route. Et donc, la Tesla va dans le 4x3, persuadée que la route continue. Et donc, il y a encore... il y a des choix technologiques qui, aujourd'hui, ne sont pas encore complètement... En tout cas, il a fait ça fait une preuve de... Mais ça fait une communication formidable. Et c'est formidable, on en parle ce soir, on est très heureux. Moi, j'étais fasciné de voir cette vidéo, et c'est super cool, quoi. Et c'est bien, ça fait du storytelling à la science-fiction. Non, mais c'est encore quand même un pan d'innovation sur lequel on avance. Ouais. C'est pas un breakthrough, mais c'est quand même un milestone pas inintéressant. Juridiquement. Et en effet, les Chinois, va falloir les regarder dans le rétroviseur. Les amis, il nous reste 7 minutes. J'aimerais qu'on évoque le dernier sujet. On va parler de télécom. Parce que vous l'avez sans doute remarqué, c'est le moment ou jamais de changer votre forfait télécom, si vous voulez faire des économies. En ce moment, la bataille fait rage. C'est terrible. Que ce soit... alors, Orange est un petit peu... Quoique Soch casse aussi les prix, mais un peu moins que les autres, à savoir SFR, Bouygues et Free aussi. Il faut savoir que les opérateurs rivalisent d'ailleurs d'offres toujours plus attractives. Les prix battent des records à la baisse, à la fois sur le mobile, mais même, et ça c'est nouveau, sur les box Internet. Raphaël Couder nous explique tout ça et puis on écoutera l'avis de nos experts juste après. Jamais les forfaits n'ont coûté aussi peu cher en France. En juin, pour le 2e mois consécutif, les prix sont restés en moyenne sous le seuil symbolique des 10 € pour un abonnement mobile de 20 gigaoctets. C'est une baisse de plus de 40% sur 2 ans. En cause, la bataille féroce que se mènent les opérateurs ces derniers mois. Chacun d'entre eux y va de sa promotion toujours plus agressive, à commencer par Red by SFR qui propose désormais des forfaits de 50 gigas à moins de 5 €. Dans un marché qui stagne, les petits forfaits étaient déjà l'arme favorite des opérateurs pour ravir des clients à leurs concurrents. Mais la mise en vente de SFR a fait grimper l'intensité d'un cran, au risque de peser encore davantage sur les marges. Cette guerre des prix a d'ailleurs maintenant gagné la fibre. Le prix moyen d'une box d'entrée de gamme est tombé sous les 26 € par mois, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis 3 ans. Voilà, donc cette guerre des prix, alors...
il y a aussi cette info sous-jacente, c'est évidemment les rumeurs persistantes de la vente de SFR qui est en train de se préparer. Certains observateurs disent que ça pourrait arriver d'ici la fin de l'année. Alors d'autres me disent que ça pourrait mettre 1 an ou 2 finalement, mais certains disent que en fait le démantèlement d'SFR pourrait aller très vite, ça pourrait être à la fin de l'année. Quel est votre point de vue, Thomas? Tu suis un petit peu ce secteur des télécoms? Je suis plus que... Donc je sais... oui, je suis beaucoup. Je rachète SFR d'ailleurs, c'est le scoop de la soirée. Thomas Serval, nouveau patron. Pas la tête. Jamais j'achèterais ce truc-là. Alors, grosso modo, Patrick, ça fait 3 ans que SFR est en quasi-faillite, c'est pas une nouveauté, etc. La problématique, c'est qu'elle porte une dette qui n'est pas soutenable et que tout le monde le sait. Par contre, tout le monde a prêté de l'argent à SFR, donc quelque part, il ne faut pas que SFR explose, parce que si SFR perd tous ses clients, elle ne vaut plus rien. Et Madame Michu, elle possède de la dette SFR, elle ne s'en rend pas compte, mais elle en a dans son PEA ou ces choses comme ça. Donc, 15 milliards d'euros de dette, SFR. Je crois. Ah non, plutôt 23. Oui. Non, en fait, 23, attendez. Non, la valorisation d'SFR, en tout cas, ce que Patrick Drahi imagine, c'est 23 milliards d'euros. Il y aurait 15 milliards d'euros de dette dans ces 23. Enfin bref. Donc c'est déjà pas mal. Mais après, il y a ce qu'il y a aux États-Unis, tu sais, après. Donc là, de toutes les manières, la question fondamentale, c'est est-ce que le régulateur et l'autorité de la concurrence, donc l'ARCEP et l'autorité de la concurrence, sont prêts à passer de 4 opérateurs à 3 opérateurs. Ce qui vient de se passer en Espagne, ce qui a été au bénéfice d'Orange. Et la politique, pour le moment, a toujours été que 4 opérateurs protégeaient les consommateurs. Or, la France est le pays qui a le prix du forfait le moins cher d'Europe. La concurrence qui a été... Il y a l'Italie qui est un peu moins cher. Ah oui ? Effectivement, on est extrêmement bien placé. Et avec, avec l'arrivée de Free, etc., en fait, on sait normalement que le premier prend 50% de la marge, le deuxième 30% de la marge, le troisième, il survit, et le quatrième, il est en faillite. C'est comme ça. C'est à peu près comme ça si on regarde sur l'ensemble des opérateurs. Donc la surrégulation a bénéficié aux consommateurs, mais ne marche pas. Donc si on maintient un 4e opérateur encore en vie, ça veut dire qu'on va prendre de l'argent étranger, parce qu'on ne va pas, c'est-à-dire des Qataris, etc., des intérêts qui vont maintenir un 4e opérateur. Donc la question, c'est est-ce qu'on peut passer à 3 ? A priori, il n'y a pas de problématique réglementaire au niveau télécom. Donc la question, c'est est-ce que je peux convaincre les autorités de la concurrence ? Le meilleur argument, et ce qui a fait que cette décision a été décalée dans le temps, c'est que politiquement, quand il y a de l'inflation, je ne peux pas le faire parce que... le pouvoir d'achat... Et donc en 2022-2023, quand on aurait pu faire cette opération, ce qui aurait été l'avantage de Patrick Drahi, il y a eu de l'inflation importée, vous vous rappelez, par l'énergie, et donc ce n'était pas possible. Donc là, on est dans une sorte de chemin qui va permettre, au moins qui rend crédible auprès des autorités de la concurrence, le fait de passer à 3 opérateurs. C'est ça qui va conditionner l'ensemble du dépeçage de SFR. Et après... Oui, parce que c'est un dépeçage, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est pas Free qui va racheter tout SFR, c'est pas possible. Non, et puis dépeçage par découpage. Voilà, vraiment, on va dire un démantèlement, en tout cas... démantèlement. Donc après, si tu continues, ta problématique, c'est qu'il y a les offres pro, et enfin la partie entreprise et la partie grand public, il y a des acheteurs différents. Il y avait un projet qui s'appelait Jardiland qui est sorti il y a 4 ans. Jardiland, qui consistait justement à déjà faire la même chose, mais pas avec... Enfin, grosso modo, les opérateurs depuis 10 ans rêvent, le grand rêve des opérateurs, c'est d'en supprimer un. Ça devrait pouvoir se faire. De toutes les manières, tout le monde a intérêt à ce que ça se fasse, et même le consommateur, c'est le juge de paix. A priori, si les forfaits continuent à baisser, il n'y aura pas trop d'inflation sur les forfaits où on pourra tenir ses engagements. Oui, parce que la question qu'on se pose, que tous les experts se posent, si on passe à 3 opérateurs, est-ce que le coût des abonnements va augmenter ? Forcément. La seule chose, c'est qu'effectivement, la France est extrêmement bien placée aujourd'hui. Quand on regarde le prix du gigaoctet, on est à 10-15 centimes, donc on est extrêmement bien placé. Et on se rend même plus compte de la chance qu'on a d'avoir ces tarifs-là. C'est un peu comme la sécurité sociale. Parce que ce que ça a tué aussi, c'est des fois la R&D et les avancées technologiques. C'est que plus on tire les forfaits vers le bas, plus c'est difficile de réinvestir aussi de l'argent et d'innover. Et là aussi, il faudrait un petit peu que ça cesse. Je sais bien que ça soit accessible à tout le monde, mais pas à outrance. Après, ils innovent, mais ils ont quand même une baisse des coûts d'infrastructure. Ils ont quand même réussi à optimiser pas mal de choses, qui leur a permis de baisser les coûts. Mais ce qui change aussi par rapport à une autre époque, c'est qu'aujourd'hui, le taux de pénétration du mobile, tout le monde a un mobile. Donc, si on veut rattraper des nouveaux consommateurs, c'est pas en leur disant ça va coûter plus cher. Donc je pense que pour moi, même à 3, on va rester. Puis il n'y aura pas d'entente entre les 3, puisque ça a déjà été dit. Maintenant, tout le monde
monde veut son forfait. Moi, je me souviens de Jérôme Colombin qui nous disait jamais on mettra 150 € par foyer de dépenses dans les télécommunications et Internet. Je pense que si les gens préféraient couper dans le budget et les loisirs que dans leur consommation Internet et dans leur et dans la téléphonie. Ce que tu dis est super important sur l'industrie des télécoms. C'est vrai qu'on avait une très très forte, on parlait des semi-conducteurs, ça boucle avec le début de l'émission, on avait une très très forte industrie des télécoms au début des années 2000 et elle a été totalement paupérisée par le cost-cutting historique de Orange qui a fait baisser les prix et puis maintenant par le fait que les forfaits bas, ça ne fait pas d'investissement dans l'innovation. Bon, écoutez, on aura du grain à moudre, je pense, à la rentrée, Fred. Ouais. Il y aura 2-3 trucs à raconter quand même. Jusqu'à la fin de l'année, on va voir choses à raconter là-dessus. Voilà. Merci beaucoup à tous les quatre. C'était top, bien sûr. Merci à Isabelle Bordry, fondatrice de Rétency. Merci à Fanny Bouton, directrice du Quantique Show VH Cloud. À bientôt, Fanny. Et à bientôt, Isabelle. Fred Simotel et Thomas Serval, PDG de Barracuda. À bientôt, Thomas. Et vous restez avec nous. On a encore 30 minutes à passer ensemble pour la suite de ce Tech & Co. Avec, écoutez, au sommaire, dans quelques instants, on va parler de ce plan du gouvernement Osélia pour inciter les entreprises à adopter l'intelligence artificielle. Clara Chapaz sera avec nous. Et puis, on découvrira cette initiative intéressante entre Bouygues Télécom et TCL, cette montre connectée qui permet aux enfants, aux jeunes enfants, d'être connectés sans être vraiment connectés. Et ça permet aux parents d'être plutôt rassurés, de savoir où ils sont, etc. On découvrira ce nouveau mobile montre tout à l'heure avec un porte-parole à la fois de Bouygues Télécom, mais aussi de TCL. Voilà le sommaire. Et vous restez avec nous dans un instant, Léa Benaïm, pour le Tech Flash, ce qu'il faut retenir de l'actu tech de ce mercredi. À tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Voilà, quasiment 21h sur BFM Business. Très belle soirée. Merci de nous avoir choisis. C'est Tech & Co, la quotidienne. Et il est temps maintenant de retrouver comme chaque soir le Tech Flash. Ce qu'il faut retenir de l'actu tech, c'est tous les soirs. C'est avec Léa Benaïm et c'est maintenant. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. À la une, la purge continue chez Microsoft. Le géant va supprimer plus de 9000 postes dans le monde, soit environ 4% de ses effectifs, avec en première ligne la division jeux vidéo. Au total, Microsoft aura supprimé près de 30 000 emplois en seulement 2 ans. Dans l'actualité auto, la mauvaise période continue chez Tesla. Les ventes ont baissé de près de 14% sur un an au deuxième trimestre. L'entreprise est confrontée à une forte concurrence, notamment de la part des constructeurs chinois qui vendent des modèles plus récents et plus abordables. En parallèle, Elon Musk aurait aussi licencié son directeur des ventes. Et puis relancer la filière des puces en Europe, c'est le nouveau combat, Léa, de Bruno Le Maire. Et oui, 2 ans après le lancement du Chips Act, l'ancien ministre de l'économie, aujourd'hui conseiller chez ASML, juge le plan européen insuffisant. Il réclame un investissement entre 50 et 100 milliards d'euros par an, en priorité dans des puces de nouvelle génération essentielles pour l'intelligence artificielle. Pour Bruno Le Maire, l'Europe doit faire front commun au plus vite pour rester dans la course. En France, les grandes manœuvres de la vente de SFR auraient débuté. Selon les informations de BFM Business, la bataille se jouerait entre Bouygues Télécom et Free qui pourraient se partager les actifs de l'opérateur. Bouygues vise une partie du réseau mobile qu'il mutualise déjà avec SFR depuis 10 ans. De son côté, Free réclame une large part des 20 millions d'abonnés mobiles. Patrick Drahi, le patron d'Altis, espère en tirer près de 20 milliards d'euros. Et enfin, un satellite de Jeff Bezos s'est perdu dans l'espace. Lancé en mars dernier, il était en charge d'une importante mission sur le changement climatique. Mais l'appareil aurait subi des problèmes techniques. Les contrôleurs sur Terre ont perdu tout contact depuis hier et le jugent désormais irrécupérable. Et pour finir, je vous donne rendez-vous sur la plateforme de Tech & Co, le site et la chaîne YouTube pour un nouvel épisode de votre rendez-vous auto avec Pauline Ducamp. C'est en route pour demain. Et cette semaine, on parle de la marque DS qui renouvelle sa gamme berline avec la numéro 8. On écoute un extrait.
La marque le présente officiellement comme un SUV coupé, ce qui est assez surprenant parce que finalement, quand on le voit face à nous, on a plus l'impression d'être face à une berline légèrement surélevée que réellement face à un SUV. Et c'est d'autant plus étonnant que Peugeot, une autre marque du groupe Stellantis, présente par exemple son dernier 3008 comme un fastback et non comme un SUV. Et c'est justement l'occasion de parler des dimensions de ce nouveau DS numéro 8, donc avec 4,82 m de long. On est quand même face à un véhicule assez imposant, assez large aussi, 1,90 m, mais par contre assez bas, ce qui renforce cette impression de berline surélevée, encore une fois, plutôt que de SUV avec 1,58 m. On a quand même certains attributs, notamment au niveau des passages de roues qui vont être bien marqués. Alors c'est pas vraiment des protections, mais on va dire que ça fait partie des codes qui permettent en général de distinguer un SUV d'une berline. On a également des roues plutôt grandes, 19 pouces de série sur notre finition de base Palace, et nous on a en option des jantes 20 pouces et puis on peut avoir jusqu'à 21 pouces. Voilà, et retrouvez En route pour demain sur la plateforme Tech & Co, sur la chaîne Tech & Co, sur les box opérateurs et puis bien évidemment sur YouTube, sur la chaîne Tech & Co. Merci d'être avec nous. 21h03, on va aux Elia maintenant avec Clara Chapaz. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Clara Chapaz, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes ministre délégué chargé de l'intelligence artificielle et du numérique. Et vous avez lancé hier ce concept, ce plan du gouvernement pour accélérer l'adoption de l'IA dans les entreprises qui s'appelle Oser l'IA. Et c'est intéressant parce que vous partez d'un constat qui est quand même assez alarmant, c'est-à-dire que les entreprises françaises sont à la ramasse au niveau de l'intelligence artificielle. Et il faut véritablement donner un coup de boost. Oui, il faut qu'on accélère. C'est bien le but du plan, c'est d'accélérer la diffusion de l'intelligence artificielle dans toutes les entreprises et tous les territoires, et en particulier les plus petites entreprises qui aujourd'hui, si on regarde les choses en face, si on est lucide, n'utilisent pas encore complètement l'IA. Seulement 8% des TPE et 13% des PME utilisent l'IA, et donc on a la volonté d'accélérer pour pouvoir faire en sorte que toutes ces entreprises utilisent tout le potentiel de cette technologie. Finalement, c'est aussi un petit peu une correction pour nous tous, finalement, parce qu'on parle de l'IA au quotidien, ça fait partie de votre vie, de votre quotidien, nous aussi. Mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas comme une espèce de fracture entre nous, Parisiens, urbains, qui vivons cette intelligence artificielle et dont on se rend compte peut-être les effets que ça va avoir sur nos vies, et puis ce décrochage, finalement, de la plupart des entreprises qui ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Comment on peut l'expliquer, justement, cette fracture ? Oui, c'est tout le paradoxe français aujourd'hui, c'est que depuis 2018, avec l'ambition, l'impulsion du président de la République, on a été très en avance pour construire tous les outils et être une grande nation de l'intelligence artificielle. On est 5e dans la compétition mondiale de l'intelligence artificielle. On est dans la course. On a les meilleurs ingénieurs, exactement. On le dit, on le répète tout le temps. L'excellence scientifique, les ingénieurs dans le monde entier, dans les meilleurs labos qui construisent les plus gros modèles, les entreprises. 1000 entreprises innovantes qui aujourd'hui développent parmi les solutions d'intelligence artificielle les plus puissantes du monde. Soutient beaucoup ces entreprises, mais et c'est d'ailleurs du coup l'articulation, la 3e phase de ce plan national pour l'IA, c'est bien de s'adresser à la question de l'adoption, parce que aujourd'hui on voit qu'un certain nombre d'entreprises sont un peu en retard. Mais vous savez, moi je suis pas très étonnée. Je dialogue beaucoup avec des entrepreneurs, des dirigeants dans tous les secteurs, des artisans, des agriculteurs, des commerçants. Et beaucoup d'entre eux utilisent l'IA. Je pense qu'il y en a quand même certains qui utilisent l'IA. J'étais il n'y a pas très longtemps avec un commerçant à Tours. Il utilise l'IA pour améliorer la gestion de ses clients. J'étais avec un agriculteur à Quimper qui utilise l'IA pour améliorer le bien-être des animaux dans sa porcherie en utilisant les données qu'il récolte sur son troupeau. Tous ces exemples-là existent, mais quand on regarde de façon macro, on n'est pas en avance. Et pourquoi ? Parce que beaucoup des personnes avec qui j'interagis, que je rencontre, avec qui j'échange, me disent un peu la même chose. L'IA, ça intimide. Et c'est normal. Tout changement intimide. Et ils se disent... Notamment en France, où on est très méfiant sur la nouveauté. Il y a cette petite finalement, c'est plein de questions. C'est une méfiance, un questionnement que l'on comprend, parce que c'est finalement, est-ce que c'est vraiment pour moi ? Comment faire ? Est-ce que c'est trop cher ? Est-ce que c'est trop risqué ? Est-ce que c'est trop complexe ? Ou simplement, j'ai compris que je veux y aller, mais par où commencer ?
Et c'est ça l'ambition du plan Osélia, dans la continuité de tout ce qu'on a construit depuis 2018, de dire ce dernier verrou, le verrou culturel, finalement, de l'adoption, c'est celui qu'on adresse aujourd'hui. Alors, vous avez un objectif qui est clair. La date, on va dire, c'est 2030. L'objectif, c'est 2030, et de faire en sorte que 100% des grands groupes utilisent l'IA donc dans 5 ans, contre 53% à l'heure actuelle. Évidemment, il faut parler d'argent quand même. C'est 200 millions d'euros qui seraient dédiés à ce plan Osélia, c'est ça ? Oui, pourquoi ? En fait, ce plan, il fonctionne en 3 volets. Le premier volet, c'est le volet de la sensibilisation. On s'appuie sur un réseau de 300 ambassadeurs sectoriels parce que vous avez vu que dans tous mes exemples, il y a une façon dont l'IA peut aider l'entrepreneur, le dirigeant, le salarié, mais ça va être assez différent en fonction des secteurs. Donc hier, on a lancé le plan, on a rassemblé 10 ambassadrices et ambassadeurs dans des secteurs comme tous ceux que je vous ai mentionnés. Je pense par exemple à Tiffany de Pellichy de TurboSelf. TurboSelf, c'est une entreprise familiale qui fait tous les systèmes de gestion des cantines. Et ils se sont rendus compte qu'ils sont sur une mine d'or parce qu'ils ont toutes les informations, toutes les données de consommation. Et notamment le gaspillage, ça doit Exactement. Combattre le gaspillage. En fait, elle le raconte très bien, peut-être que vous aurez l'occasion de l'inviter si vous ne l'avez pas déjà Avec fait. Plaisir. Mais ils ont saisi il y a 2 ans maintenant que ces données avaient énormément de valeur pour sortir un produit, en effet, sur le gaspillage. Et aujourd'hui, ils équipent des collectivités qui gagnent jusqu'à 100 000 euros par an parce qu'ils vont moins gaspiller, mieux maîtriser la façon dont ils gèrent l'alimentation dans les cantines. Ça, c'est un exemple très concret. On avait des artistes hier qui nous montraient comment ils utilisaient l'IA aussi dans leurs métiers respectifs. On avait des grandes entreprises, Jean-Pierre Farandou, qui, pour la SNCF, utilise l'IA de plein de manières différentes pour la maintenance des trains, pour aussi le service client, plein d'usages qu'il nous a partagés. Donc ça, c'est la première des choses, c'est de dire à la réponse comment faire, est-ce que c'est pour moi, voilà des exemples concrets. Puis de l'événementiel, une grande consultation qui va avec ça. La deuxième, c'est de dire, une fois qu'on a sensibilisé, former. Parce que moi, je ne crois pas à un monde où l'IA va nous remplacer. Par contre, ce qui semble de plus en plus évident, c'est qu'il y aura, vous parliez de fossé, un fossé entre les employés, les dirigeants, les salariés, qui vvont utiliser l'IA, qu'on aura formé à l'utiliser, et les autres. Qui vont être beaucoup plus performants. Donc, avec la ministre du Travail, Astrid Panosyan-Bouvet, on a lancé cette Académie de l'IA qui vise à former 15 millions de Français d'ici 2030 de tous les bases, finalement, de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle. Et puis, j'en viens aux moyens. La question de la sensibilisation, de la formation est suivie par de l'accompagnement. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit, toute transformation technologique demande un effort, un investissement. Et donc là, on va accompagner les entreprises, les plus petites, les moyennes entreprises, à faire des diagnostics, à leur montrer les solutions, qui sont très nombreuses, nos solutions françaises, parce qu'il y a aussi une question de souveraineté dans cette dynamique-là, et puis à les aider à passer à l'action avec des prêts, parce que comme dans tout investissement technologique, il faut investir un peu pour recevoir les gains plus tard. Et donc, c'est pour ça qu'on lance cette logique d'accompagnement là aussi. D'accord. Donc, dans ces 200 millions d'euros, il y a des subventions qui sont là pour que, justement, que les chefs d'entreprise passent, en fait, à l'intelligence artificielle. Il y a à la fois un cofinancement de ces fameux diagnostics. Ouais. Je suis agriculteur à Quimper, je veux savoir, inspiré par un des ambassadeurs, comment moi je peux l'utiliser. Donc on va, un peu comme l'énergie finalement. Avec l'appui de BPI France, faire ces diagnostics qu'on va cofinancer, pas à 100%, parce qu'il faut qu'il y ait une envie, une impulsion qui est donnée par l'État, mais qui ne peut pas être que financée par l'État. Puis ensuite, on va les accompagner dans le passage à l'acte avec des prêts pour pouvoir investir, parce que cet investissement de départ, on peut donner un coup de pouce pour l'utiliser. Et puis ensuite, il y a toute la partie disons, de co-construction de solutions. Il y a des secteurs dans lesquels l'intelligence artificielle peut tout révolutionner et dans lequel on veut pouvoir créer plus de solutions françaises. C'est donc le troisième volet de cet accompagnement, de pouvoir financer avec des subventions des créations de technologies sur des secteurs particulièrement innovants. Je pense à la robotique. Hier, vous avez peut-être vu, il y a une entreprise Genesis AI qui a annoncé une très gros tour de financement, plus de 100 millions de dollars, pour aller voir tout le potentiel et développer tout le potentiel de l'IA dans la robotique. Sur ces secteurs-là, sur lesquels il y a des disruptions et de l'innovation de rupture à construire, on va aller jusqu'à la subvention.
Comment sensibiliser justement ? Je prends l'exemple d'un boulanger qui fait son métier, qui passe sa nuit à faire du pain et tout ce qu'il y a dans une boulangerie. Comment le toucher lui pour qu'il comprenne que l'IA, ça peut lui faire des économies, booster peut-être la fréquentation de sa boulangerie, etc. etc. Comment vous allez le toucher, ce gars-là ? C'est une très bonne question. En fait, ce plan, moi j'impulse une dynamique. Mais la réussite du plan, elle repose sur un certain nombre de partenaires, de réseaux de proximité. Bien sûr, on a région, énormément de personnes très engagées, donc les ambassadeurs dont j'ai parlé, mais tous les réseaux existants, la BPI, les French Tech locales, il y en a sur tout le territoire, dans tous les départements. Oui, mais ces gens-là sont déconnectés en fait de toutes ces je pense pas. Ces pôles d'innovation, non ? Les CCI qui sont aussi un partenaire très engagé, qui vont pouvoir accompagner au plus près du terrain tous les entrepreneurs, les salariés, les dirigeants, tout le réseau en fait, qu'on a aujourd'hui et avec lequel on travaille pour pouvoir accéder en effet à toutes les personnes qui peuvent aujourd'hui tirer bénéfice de l'IA. Vous savez, l'IA, je crois que les études sont unanimes, ça permet des gains de productivité, des gains de compétitivité, d'attractivité aussi. Parce que entre ceux qui vont l'utiliser et ceux qui ne le vont pas, les métiers vont évoluer. Et puis aussi de créativité. Parce que ça permet de redonner du temps. J'étais tout à l'heure avec un médecin de la PHP qui disait que grâce à l'IA, en fait, il peut passer beaucoup plus de temps avec son patient. Oui. Parce que l'IA l'aide à automatiser un certain nombre d'analyses qu'il faisait avant lui-même. Donc tout le potentiel est là, mais il faut passer à l'action et c'est bien l'ambition du plan Oser l'IA. Alors, Oser l'IA pour les entreprises, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette réticence, et vous devez la sentir quand même auprès des salariés concernant l'IA. Certains sont dans la panique la plus totale parce qu'ils se disent, est-ce que mon métier ne va pas être complètement laminé, va disparaître à cause de l'IA ? Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, mine de rien. Alors, il y a les discours rassurants, on va dire, des institutions, mais on sait qu'il va y avoir quand même un changement radical dans la société. Je pense qu'il faut regarder ces défis en face et être très pragmatique. Il y a un certain nombre de tâches qui vont être automatisées, qui le sont déjà dans plein de métiers, mais ce temps qu'on peut libérer, en fait, va être réinvesti. Vous avez des estimations ? Vous faites des estimations Oui, alors... Je pense que le monde entier cherche à faire des estimations aujourd'hui sur ce phénomène-là. Mais ce que toutes les études montrent, c'est le besoin de formation, d'accompagnement, 12e pilier du plan, pour que chaque personne puisse utiliser l'IA comme un outil. Moi, je ne crois pas dans une IA qui remplace, mais bien qui accompagne et qui aide finalement chaque personne, salarié, dirigeant, entrepreneur, agriculteur, à automatiser un certain nombre de tâches complexes, voire aller beaucoup plus loin. J'étais hier dans une autre entreprise industrielle familiale qui s'appelle Le Safre, un groupe magnifique dans le nord de la France, qui utilise l'IA de plein de façons pour ses clients, pour automatiser un accès à un certain nombre de contenus, mais aussi au cœur de son ADN, dans les processus de fermentation. C'est une entreprise de levure qui, avec l'IA, permet d'accélérer la recherche de nouvelles et optimiser la recherche de nouveaux produits qui seront plus efficaces pour leurs clients. Cette entreprise-là, elle s'est dit, alors on a un potentiel exceptionnel, on va accompagner finalement les employés à utiliser l'IA dans leur métier et elle investit beaucoup dans la formation pour que la technologie soit utile à chacun. Et je crois que c'est ça ce qui nous occupe et c'est pour ça que le plan de formation est très important. Mais comme dans tout changement technologique, il faut aussi être confortable. Je sais que c'est pas facile, mais il faut être un peu à l'aise avec l'idée qu'on ne sait pas tout. Je pense que si il y a 100 ans, on s'était demandé comment est-ce qu'on parlerait aujourd'hui de l'action du gouvernement, on aurait eu peut-être un peu de mal à imaginer ce type d'interaction sur un plateau télé de ce type. C'est sûr. Le métier de journaliste, il est toujours là, mais il a beaucoup évolué. Et je pense que c'est la même chose pour un certain nombre de métiers. Et puis, il y aura des nouveaux métiers qu'on ne peut pas anticiper, mais qui seront aussi plein d'opportunités. Donc moi, je le vois comme ça. Ce qui était d'ailleurs le cas, l'arrivée de l'Internet, finalement, qui a chamboulé aussi pas mal d'écosystèmes. Merci beaucoup, Clara Chapaz, ministre déléguée chargée de l'intelligence artificielle et du numérique. Oser l'IA, donc, pour les entrepreneurs, ce plan qui a été lancé hier. Merci. Merci. Et tout de suite, direction la rédaction de Tech & Co, comme chaque soir. Tech & Co, la quotidienne, la chronique techandco.com.
Et Sylvain Trinel nous a rejoint. Bonsoir Sylvain. Bonsoir. Et on va parler de Microsoft ce soir qui a annoncé plus de 9000 licenciements aujourd'hui. Et cela concerne aussi sa division jeux vidéo. Et oui, Xbox, la division gaming de Microsoft, a beau aller plutôt bien, même très très bien, d'après les derniers résultats financiers de l'entreprise, eh bien, elle est également touchée par la grosse vague de licenciements dont nous parlait Léa dans le Tech Flash. Et dans un mail envoyé aux salariés, Phil Spencer, le responsable de cette division, il a évoqué la nécessité de se concentrer sur des domaines de croissance stratégiques. Dans tous les cas, il va donc y avoir pas mal de départs, notamment dans les équipes marketing européennes, mais aussi au sein de différents studios, dont ceux de Kings, qui ont notamment créé Candy Crush Saga. Vous savez, n'importe quel jeu quand même. 200 personnes y sont concernées. Il en va de même pour ZeniMax, qui détient Bethesda, avec ses licences Fallout et Doom, ainsi que Rare, à qui l'on doit Banjo et Kazooie. Plusieurs projets ont aussi été annulés, dont Everwild, en développement depuis presque 10 ans, Perfect Dark, qui a eu un développement chaotique et d'ailleurs dont le studio est aussi en cours de fermeture, et enfin le nouveau jeu en ligne des créateurs de The Elder Scrolls Online. Ouais, la question qu'on peut se poser, qu'est-ce qui va rester à Xbox finalement ? Eh bien, des jeux non exclusifs. Je vous l'avais annoncé sur ce plateau, en début d'année 2024, Microsoft a mis un terme à sa politique d'exclusivité côté jeux vidéo. Depuis, on a pu voir arriver sur PlayStation 5 et sur Switch aussi des licences qui étaient jusqu'à présent uniquement disponible sur Xbox. Je pense notamment à Forza Horizon, à Gears of War et Age of Empires. D'une manière générale, Microsoft devrait aussi se désengager du secteur des consoles en passant plutôt par des partenaires. Ils ont annoncé leur toute première console portable au tout début du mois de juin 2025, mais cette console, elle est fabriquée par Asus. Il se murmure d'ailleurs que sa prochaine vraie console de jeux vidéo qui sortira aux alentours de 2027, eh bien, celle-ci sera en fait un PC avec un prix pouvant avoisiner les $1000. Xbox semble en tout cas devenir un véritable éditeur tiers, notamment pour pousser sa solution d'abonnement, le Game Pass. Et oui, et si c'est pas forcément une mauvaise nouvelle pour les finances de l'entreprise, pour les salariés, eux, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, c'est clair. Merci beaucoup Sylvain Trinel. Pour en savoir plus sur cette histoire, je vous invite à aller sur le site de Tech & Co, bien évidemment. Et vous restez avec nous, on va terminer ce Tech & Co avec cette question. Comment connecter les enfants sans qu'ils aient de smartphone ? On en parle avec nos invités. Tech & Co, la quotidienne, les invités. Bonsoir Mickaël Réveillon qui est avec nous. Bonsoir Mickaël. Bonsoir. Général Manager France de TCL. Tout à fait. TCL que vous connaissez peut-être lorsque vous vous baladez dans les magasins. Il y a beaucoup de télé-TCL aujourd'hui. Vous êtes un acteur important dans le monde de la télévision. Mais vous êtes aussi, et ça on le sait moins, eh bien voilà, vous arrivez dans le domaine de la montre connectée. On va en parler dans un instant. Marc Laurier est avec nous aussi. Bonsoir Marc. Bonsoir. Vous êtes directeur marketing grand public Bouygues Télécom. Et oui, TCL Bouygues Télécom sur le plateau de Tech & Co pour parler de ce partenariat à l'occasion de la sortie de cette montre connectée dédiée aux enfants. Et peut-être commencer par vous, Marc. Bouygues Télécom, donc opérateur télécom, important, évidemment. Comment vous est venue cette idée de connecter les enfants sans avoir forcément ce truc-là qui, on le sait, est un poison. Je suis désolé de vous le dire, mais on le sait, les jeunes enfants, si on peut reculer l'âge auquel ils ont accès au smartphone, c'est évidemment souhaitable, mais il faut garder quand même une connectivité. Alors, pour Bouygues Télécom, accompagner les familles, c'est vraiment un enjeu clé. Déjà, en octobre, on a lancé une nouvelle offre Big qui proposait en fait aux familles des prix dégressifs en cas de multi-équipement. Et en fait, là, à ce moment-là, on a répondu à l'enjeu économique des familles. Et en fait, il y a plein de questions qui se passent dans la famille. Il y a une question clé, vous l'avez dit, c'est le premier équipement. Avec une tension forte pour les parents, qui est de se dire finalement, d'un côté, je veux donner une forme de liberté, je veux accompagner l'autonomie dans les déplacements, aller à l'école, les activités, pouvoir l'appeler, savoir où il est. Et puis de l'autre côté, comme vous l'avez dit, l'exposition, une crainte forte, une profonde inquiétude avec l'exposition aux écrans. Il y a une dernière étude là, de santé.fr qui parlait de 13 heures à 24 heures de temps d'écran pour les 9-11 ans par semaine, donc ce qui est considérable. Et puis, il y a aussi l'inquiétude d'être confronté à des contenus inappropriés. Donc c'est vrai qu'avec cette montre, nous est venue l'idée, finalement, comment on peut apporter une réponse à cette tension, qui est finalement d'accompagner l'autonomie de l'enfant, de commencer à l'accompagner dans ses déplacements, et en même temps de le protéger avec une montre sans réseaux sociaux, sans Internet. Voilà, donc avec le minimum, on va dire. Exactement. Décrivez-nous un petit peu cette montre, Mickaël, puisque TCL en est le fabricant. À quoi ressemble-t-elle ? C'est une montre connectée, on va dire... Esthétique.
Tout à fait. Esthétiquement, ça ressemble à une montre connectée classique dans laquelle on intègre des fonctionnalités particulières qui permettent d'avoir un lien entre les parents et les enfants. Donc, on se parle de géolocalisation, on se parle d'outils spécifiques qui permettent de créer un lien sécurisé entre le parent qui a l'application TCL Connect sur son smartphone et l'enfant qui est porteur de la montre. Ok, donc les parents ont l'appli TCL Connect sur leur téléphone. Et avec ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Avec cette appli, on a accès à quoi? Alors, comme je vous le disais, géolocalisation en temps réel. On a la possibilité... Précis? Exactement, tout à fait. Donc, il y a une carte SIM dans le mobile. On a une fonctionnalité GPS. Le parent, une fois qu'il a installé son application, a la possibilité de savoir avec précision où se trouve son enfant. Mais alors, la géolocalisation, ça c'est pour l'application TCL Connect, on est d'accord? Mais il y a d'autres fonctionnalités. Est-ce que je peux gérer d'autres choses à distance avec mon téléphone? Je vous ai parlé de géolocalisation en temps réel, mais on a également la possibilité de définir un périmètre de sécurité. C'est-à-dire qu'on souhaite que son enfant reste dans un périmètre de 200 à 1000 mètres autour de son école. Si toutefois l'enfant sort de ce périmètre, le parent reçoit une alerte sur son application. Ce qui est intéressant également, c'est qu'en fait, le parent peut définir déjà les contacts. Donc, c'est le parent qui va choisir les contacts qui peuvent rentrer en contact avec l'enfant ou avec lequel l'enfant peut rentrer en contact. L'enfant ne peut pas rentrer un numéro de téléphone comme ça pour appeler n'importe qui depuis sa montre. Exactement. Okay. Donc ça, c'est une dimension extrêmement importante. Il y a bien sûr les horaires d'école. On est là pour aussi, bien sûr, avoir le respect de chaque règle dans les établissements. Et donc, du coup, elle ne sonne pas, bien évidemment, sur les horaires d'école. Et le parent peut régler à partir de quand la montre est utilisable ou pas utilisable. Donc ça aussi, c'est une sécurité sur le fait qu'elle est bien dans le sac de l'école quand on est à l'école, et dès qu'il sort pour rentrer, le parent peut réactiver. Donc c'est typiquement le type d'utilisation qu'on a. Il y a aussi une dimension qui est intéressante, c'est le parent est alerté le soir, les enfants n'ont pas toujours le réflexe de recharger, donc il va y avoir une alerte sur si la montre est en rate de batterie. Bon, bah voilà, vous avez une alerte, une notification pour vous dire, ah bah tiens, il faut qu'on recharge la montre pour demain. L'autonomie, c'est quoi? Alors, on a une autonomie sur un usage classique d'à peu près 2 jours et une autonomie en veille jusqu'à 6-7 jours. Mais est-ce que par exemple l'enfant peut jouer? Il y a des petits, on va dire Easter eggs comme on dit, qui font que il faut qu'il adopte aussi cette montre, qu'il puisse la porter pour une bonne raison, non? Exactement. Alors. Après, on commence Michael et après Marc, allez-y. On a parlé de certaines fonctions qui sont intégrées dans l'application. On a également la possibilité d'avoir une connexion entre le parent et l'enfant. C'est-à-dire que le parent peut recevoir des appels, l'enfant peut recevoir recevoir des appels en visio, donc communiquer et s'interfacer visuellement avec son parent. Donc il y a une petite caméra sur l'écran. On a une caméra intégrée dans l'écran. Okay. L'enfant donc peut prendre également des photos qu'il peut partager avec son parent qui est détenteur du smartphone avec l'application. Donc on a, on va dire, une notion d'échange qui est quand même assez riche, complexe. Okay. Alors il y a un jeu, on a voulu quelque chose d'assez frugal aussi en termes d'utilisation, parce qu'on sait que les enfants, par ailleurs, il y a des tablettes dans la famille, il y a d'autres écrans où ils peuvent jouer. Donc là, on voulait vraiment cibler une utilisation la plus sobre possible et rassurer les parents par rapport à ce premier pas numérique. À quel âge, à votre avis, quel est l'âge cible de cette montre? On pense que globalement c'est l'entrée de collège. Okay. Après ça peut dépendre aussi beaucoup des modèles éducatifs dans chaque famille où il y a des différences. Si c'est une famille traditionnelle, si c'est des gardes partagées. Donc on sait qu'il peut y avoir des comportements qui sont très différents. Nous, comme ça, on pense que c'est fin de primaire et ça peut être jusqu'à début de 4e. Maintenant, on va découvrir ce marché. On est nous, en France, on arrive relativement tardivement. Il y a eu plein d'initiatives en Suisse, en Autriche, aux États-Unis depuis plusieurs années. Donc la France, la Bouygues Télécom innove en étant le premier en lançant cette offre en France. Et maintenant, on va regarder effectivement ce qui se passe. On a en tout cas des premiers jours de commercialisation. Nos équipes de vente s'en sont hyper bien emparées. Parce que ça coûte combien, tiens? Alors c'est donc le forfait qui comprend tout, c'est 4,99 € quand vous prenez l'offre Big dont je vous parlais tout à l'heure, qui en fait donne une réduction, et plus 4 € pour le prix de la montre par mois. Donc ça fait 8,99 € pour avoir et la montre et le forfait qui va avec et qui comprend tout en fait pour n'avoir aucun surcoût. Très bien. Donc vous êtes les premiers à proposer ce type de montre. Est-ce que vous pensez, Michael, que les autres opérateurs seraient intéressés aussi? Alors,
On est particulièrement fiers chez TCL de lancer ce projet avec Bouygues. Bouygues est le premier opérateur effectivement à le lancer en France. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que TCL a une grande expérience, puisque ça fait 8 ans qu'on est présent sur ce type de solution. On a travaillé avec plusieurs opérateurs de par le passé. La montre qu'on lance aujourd'hui avec Bouygues Telecom, c'est une montre qui est de la 5e génération de cette famille de produits. Donc, on a une expertise assez importante. Et, vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que les autres opérateurs vont y venir aussi? Vous discutez avec les autres opérateurs? Vous avez une exclusivité là sur le long terme avec Bouygues? Alors, on a défini un partenariat avec Bouygues et tout à fait, sur ce produit-là, on a exclusivité. Ok, très bien. Il nous reste 1 minute. Marc, dernière question. Ça bouge dans le secteur des télécoms en ce moment? Vous me voyez arriver? Est-ce que Bouygues Telecom est intéressé par l'éventuel démantèlement des SFR? Quel est le discours officiel? Alors ce soir, vous avez invité le directeur marketing grand public. Moi, mon job, c'est de faire des offres qui répondent aux consommateurs et surtout. C'est pas vous qui allez faire le chèque. D'être au rendez-vous dans un marché qui bouge beaucoup et d'apporter des solutions. Vous êtes directeur marketing grand public. C'est la guerre des prix en ce moment. Des forfaits. C'est très intense, ouais, effectivement. Il y a des stratégies. Et vous êtes l'un des acteurs les plus agressifs sur ce sujet, avec des box fibres hyper performantes à des prix incroyables, à 23 ou 24 euros. On a 8 gigabits, même les forfaits mobiles. Ça va durer longtemps, à votre avis, cette folie des promos? Chaque opérateur a une stratégie aujourd'hui par rapport à la situation. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui est en train de... oui, effectivement, il y a une intensité promotionnelle qui est forte. Aujourd'hui, on sait que les opérateurs français sont parmi les moins chers en Europe. On espère que ça se terminera prochainement. Très bien. Écoutez, cette montre donc qui est disponible, ça y est? Oui, depuis la semaine dernière, tout à fait, ouais. Très bien, merci beaucoup. La Kids Watch, donc, et ce partenariat entre TCL et Bouygues Telecom. Mickaël Réveillon, merci beaucoup. Merci à vous. General Manager France de TCL, et Marc Laurier, donc directeur marketing grand public chez Bouygues Telecom. Et bien voilà, ce Tech & Co se termine. On se retrouvera bien sûr demain jeudi, dès 20h, vous le savez, pour vos 90 minutes de tech en direct à la radio, à la télé. Et puis si vous avez raté un bout de cette émission, sachez que les replays et les podcasts vous attendent. Très belle soirée. Et à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.